Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition. Première étape de l'actualité de cette semaine, l'Ukraine. Pour soutenir l'économie ukrainienne fragilisée par la guerre d'invasion déclenchée par la Russie, Bruxelles a réitéré le dimanche 6 novembre sa promesse de financer le pays à hauteur de 18 milliards d'euros pour l'année 2023. La présidente de la Commission européenne va proposer cette semaine une nouvelle aide financière à l'Ukraine qui doit permettre au pays de couvrir une partie de ses besoins pour 2023. Ce soutien financier pourrait s'élever à 1,5 milliard d'euros par mois, soit un total de 18 milliards d'euros sur l'année. Cette aide devrait prendre la forme de prêts à long terme aux conditions financières avantageuses et pourrait contribuer à soutenir les réformes de l'Ukraine en vue de son adhésion à l'Union européenne. Cette enveloppe devrait être assortie d'un soutien similaire de la part d'autres grands donateurs, selon Ursula von der Leyen, qui a souligné que Bruxelles continuait son aide humanitaire alors que l'Europe entre progressivement dans la période hivernale. Ursula von der Leyen et Volodymyr Zelensky, qui ont échangé par téléphone ce dimanche, ont souligné l'importance de maintenir les sanctions contre la Russie et ont critiqué le rôle joué par l'Iran dans son soutien militaire à Moscou. Et toujours dans notre édition du lundi 7 novembre, nous vous évoquions les recrutements massifs effectués par l'état-major de l'armée congolaise pour faire face à l'avancée de la rébellion du M23 dans l'est de la RDC. Des milliers de jeunes se mobilisent à travers le pays. La perte de plusieurs localités dont Bunagana et récemment Rutshuru dans l'est, passées sous contrôle de la rébellion du M23, a poussé les autorités congolaises à opter pour le renforcement des effectifs des FARDC, les forces armées congolaises, engagées sur plusieurs fronts contre des groupes armés. Samedi, le pays a lancé la mobilisation des jeunes. La nation est en danger. Et la nation en danger a besoin de ses dignes fils et filles pour la servir sous les drapeaux. Défendre l'intégrité du territoire. Cette mobilisation, les forces armées de la République démocratique du Congo procèdent déjà au recrutement massif des jeunes pour servir sous les drapeaux. Et au moment où je vous parle, ils sont plus de 2000, à Goma, rien qu'à Goma. Pourtant, samedi, la RDC et le Rwanda ont renoué à Luanda les fils du dialogue. Les bons voisinages n'est pas toujours les messages que les autres captent. Il faut donc aller sur la dissuasion qui est celle d'avoir une armée forte. Pourquoi pas une armée à 500 000 voire 1 million de Congolais? La paix dans l'Est passerait peut-être donc aussi par une armée forte en termes d'effectifs pour les autorités congolaises. Moi, je ne voudrais pas être pessimiste. En attendant, Kigali et Kinshasa ont décidé samedi de définir un calendrier pour accélérer le plan de désescalade signé en juillet. Mardi 8 novembre, l'Ukraine était encore à la une de l'actualité et Kiev a annoncé ce lundi l'arrivée de systèmes de défense anti-aériens fournis par ses alliés occidentaux. Ces armements devraient, selon le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, renforcer la protection du ciel ukrainien face aux bombardements incessants de la Russie. Le ministre ukrainien de la Défense s'est réjoui ce lundi de la réception de nouveaux systèmes pour la défense anti-aérienne. Les systèmes NASAM et Aspidé, envoyés par les États-Unis, l'Espagne et la Norvège, doivent permettre à la défense ukrainienne de contrer les bombardements russes sur les infrastructures du pays qui provoquent coupures d'eau et d'électricité. De son côté, le Kremlin a refusé de commenter une information du Wall Street Journal concernant des discussions avec les États-Unis sur une possible désescalade en Ukraine. Nous n'avons rien à dire sur cet article, a déclaré Dmitri Peskov. Les journaux anglo-saxons publient beaucoup de fausses informations. Nous avons déjà dit à plusieurs reprises être ouverts à la réalisation de nos objectifs par le biais de négociations. Mais nous avons également attiré à plusieurs reprises l'attention de tous sur le fait qu'à l'heure actuelle, nous ne voyons pas de telles possibilités. Car Kiev a adopté une loi qui empêche la tenue de négociations avec la partie russe. Début octobre, après l'annexion de force de 4 régions ukrainiennes par Moscou, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait signé un décret formalisant l'impossibilité de négocier avec la Russie tant que Vladimir Poutine en serait le président. En attendant, les habitants de Kiev font face à des coupures de courant et s'inquiètent à l'approche de l'hiver.
En Centrafrique, la situation devient de plus en plus critique pour les automobilistes. Les stations-service sont vides. L'approvisionnement en carburant devient un véritable casse-tête chinois. Et dans ce contexte, ceux qui ont pignon sur rue, ce sont les revendeurs du marché noir, beaucoup plus chers, mais tout de même incontournables. La Centrafrique traverse une grave pénurie de carburant qui serait due à la crise entre la Russie et l'Ukraine. Conséquence, dans la capitale Bangui, comme dans les autres villes, plusieurs stations d'essence ne sont plus approvisionnées. Et les vendeurs ambulants d'essence et de fioul dominent le marché. Quand on va dans les stations, on ne trouve pas de carburant, explique cet homme. Alors que dans les stations, on achète un litre à 885 francs. Mais maintenant, les stations ne fonctionnent pas. Les prix élevés du carburant ont impacté ceux du transport. Ils sont nombreux à avoir décidé de ne plus faire du transport en commun. Certains conducteurs ont garé leur moto à cause de cette pénurie parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème avec leur patron. Si vous n'achetez pas dans les stations, au bord de la route, c'est très cher et vous perdez des bénéfices. Ces revendeurs de carburant se fournissent pour la plupart au marché noir et très souvent leurs produits sont de mauvaise qualité. Mais au milieu de la crise, leur business est rentable même s'ils avouent être victimes de tracasseries aux postes frontières. Nous payons des taxes là-bas et du côté centrafricain, nous payons aussi les douaniers. De leur côté, c'est 100 francs par boîte. Ici, c'est 250 francs. Ce que nous faisons, nous ne gagnons pas des milliards, mais nous cherchons juste des moyens de survivre. Ce carburant, dont le prix ne cesse d'augmenter, proviendrait des pays voisins, dont la République démocratique du Congo. Cette pénurie a fait accroître le coût de la vie en Centrafrique, un pays qui se remet peu à peu des années d'instabilité. Nous demandons juste à avoir du carburant dans nos stations, car le carburant que nous prenons ici joue sur nos carburateurs et les endommage. Les motos sont endommagées, donc les autorités doivent trouver une solution pour qu'il y ait du carburant dans les stations. Le groupe Total, principal fournisseur du pays, avait été accusé par la société civile d'être à l'origine de cette pénurie dans un contexte de bruit diplomatique entre Paris et Bangui. Mais les autorités ont démenti ces accusations. L'Église catholique française face au scandale des abus sexuels. Ce lundi, en marge de l'Assemblée plénière d'automne des 120 membres de la Conférence des évêques de France, l'archevêque Éric Moulin-Beaufort a annoncé que 11 évêques avaient déjà eu à confronter la justice civile au sel de l'Église pour des cas avérés. Les 120 membres de la Conférence des évêques de France étaient réunis ce lundi à Lourdes pour leur assemblée plénière d'automne. Lors d'une conférence de presse non prévue, le président, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, a annoncé que 11 évêques ou anciens évêques ont été mis en cause devant la justice civile ou la justice de l'Église pour des signalements de violences sexuelles. Parmi eux, le cardinal Jean-Pierre Ricard, ancien évêque de Bordeaux, qui a reconnu lors d'aveux envoyés ce jeudi une conduite répréhensible sur une mineure de 14 ans il y a 35 ans, ou encore Michel Sentier, l'ancien évêque du diocèse de Créteil, qui aurait exercé une emprise psychospirituelle sur 2 jeunes hommes majeurs à des fins sexuelles. Il y a aujourd'hui 6 cas d'évêques qui ont été mis en cause devant la justice de notre pays ou devant la justice canonique et qui sont connus de vous, à qui s'ajoutent désormais Monseigneur Sentier et Monseigneur Ricard. 2 autres, qui ne sont plus en fonction, font aujourd'hui l'objet d'enquêtes de la part de la justice de notre pays, après des signalements faits par un évêque et d'une procédure canonique. Un 3e fait l'objet d'un signalement au procureur auquel aucune réponse n'a été donnée à ce jour et a reçu du Saint-Siège des mesures de restriction de son ministère. Réunis depuis jeudi dernier, les 120 membres de la Conférence des évêques de France ont pour objectif d'établir plus de transparence sur les affaires de violences sexuelles commises au sein de l'Église catholique. Mercredi, on vous l'annonçait, le chef de l'État français Emmanuel Macron a officiellement mis un terme à la mission de l'opération Barkhane dans le Sahel, ce après 8 ans d'implication active dans la lutte antiterroriste. Je vous propose de suivre ce extrait de son intervention. Nos interventions doivent être mieux bornées dans le temps, et ce dès le début.
Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, ordonnait le retrait de ses troupes déployées sur la rive occidentale du Dniepr dans la région de Kherson. Une décision salutaire d'un point de vue stratégique pour l'Ukraine, qui cependant soupçonne un guet-apens. Les troupes russes vont-elles se retirer de la ville clé de Kherson, dans le sud de l'Ukraine? C'est en tout cas ce qu'a annoncé ce mercredi après-midi à la télévision le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu. Pour nous, la vie et la santé des militaires russes sont toujours une priorité. Nous devons également prendre en compte la menace qui pèse sur la population civile. Assurez-vous que tous les civils qui veulent partir puissent le faire. Procédez au retrait des troupes et prenez toutes les mesures pour assurer le transfert en toute sécurité du personnel, des armes et des équipements à travers le fleuve Dnipro. Depuis plusieurs semaines déjà, la ville de Kherson est la cible d'une contre-offensive ukrainienne. Mais suite à cette annonce, Kiev a réagi en indiquant ne voir aucun signe de retrait des troupes russes et a accusé Moscou de mise en scène. Une chose est sûre, la perte de la ville de Kherson serait un gros coup dur pour le Kremlin, un mois seulement après l'annexion de force de la région. Un peu plus tôt dans la journée, la Russie avait annoncé le décès de l'un des hauts responsables de cette région de Kherson, le pro-russe Kirill Stremouzov, connu pour son activité sur les médias sociaux. Il serait mort dans un accident de voiture selon les agences de presse étatiques. Retour sur l'actualité électorale aux États-Unis avec les élections de mi-mandat. Majoritaire à la Chambre des représentants, les républicains ne sont pas encore assurés de l'emporter au Sénat où 4 voix doivent encore les départager d'avec les démocrates. Le point sur la soirée électorale de ce mardi 8 novembre avec nos confrères de France 24. Nuit électorale incertaine, palpitante, que viennent de vivre les Américains, avec des résultats moins mauvais qu'escomptés pour le camp de Joe Biden. Premier à s'exprimer à 22h heure locale, Donald Trump, entouré de ses supporters dans sa résidence de Mar-a-Lago, l'ancien président se montre triomphaliste alors même que très peu de résultats sont tombés. Les chiffres jusqu'à présent sont géniaux, et il ne s'agit que de jusqu'à présent. Nous en sommes à 80 victoires et 3 défaites. Est-ce que c'est pas génial ? Des accents victorieux démentis par les résultats. Les télévisions donnent une courte majorité pour les républicains à la Chambre des représentants et une égalité parfaite au Sénat. Plus ennuyeux encore pour Donald Trump, la large victoire de cet homme en Floride, Ron DeSantis, un rival potentiel pour la présidentielle. Nous avons accompli plus que ce que quiconque aurait cru possible, mais il nous reste encore tant à faire. Et je ne fais que commencer à me battre. Plusieurs États clés, comme ici la Pennsylvanie, que les sondages voyaient acquis à ce républicain proche de Trump, sont tombés dans l'escarcelle démocrate. Une victoire à l'arraché pour ce futur sénateur, victime d'un AVC, et dont les capacités avaient été mises en doute. Je ne m'attendais pas à ce que nous puissions gagner des circonscriptions conservatrices, mais nous avons fait ce que nous devions faire. À cette heure, le suspense reste entier pour le contrôle du Sénat. 4 sièges restent à attribuer. Le comptage des voix pourrait prendre plusieurs jours. On en vient aux actualités de ce jeudi 10 novembre. Parmi les principales informations développées, le sort des 234 migrants à bord de l'océan Viking bloqués au large de l'Italie durant plusieurs jours. Aucun port italien n'avait accepté d'autoriser le débarquement de ces passagers clandestins sur instruction de Rome. Un refus qui provoque des tensions entre Rome et Paris. Olivier Véran, porte-parole d'Océan Viking, exigeait de l'Italie le respect de ses engagements européens vis-à-vis des migrants. À bord de l'Ocean Viking, la situation ne cesse de s'aggraver. Les 234 migrants recueillis en Méditerranée dorment et mangent à même le sol les quelques gâteaux distribués par l'équipage. Le bateau est au cœur d'un bras de fer diplomatique entre la France et l'Italie. Paris demande à Rome de prendre ses responsabilités. Ce bateau est actuellement dans les eaux territoriales italiennes. Ce bateau a vocation à être accueilli en Italie. L'attitude actuelle
du gouvernement italien est inacceptable. Donc nous souhaitons, à l'heure où le bateau est encore dans les eaux territoriales italiennes, que l'Italie joue son rôle et respecte ses engagements européens. L'Ocean Viking erre depuis plus de 2 semaines en Méditerranée, l'Italie refusant de l'accueillir. Ce mardi, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, laissait entendre que la France avait accepté de laisser le bateau accoster sur son territoire. Face à l'urgence de la situation, le président de l'exécutif corse s'est dit prêt à recevoir le bateau. Conformément à sa tradition d'hospitalité et pour éviter toute perte de vie humaine, la Corse est prête, si nécessaire, à accueillir temporairement l'Ocean Viking dans l'un de ses ports. Paris et Rome s'étaient déjà vivement accrochés sur le sujet il y a 4 ans. L'Aquarius et ses 629 migrants avaient erré plusieurs jours en mer avant d'être accueillis par l'Espagne et la France. Des crises qui pourraient se répéter avec le gouvernement de Giorgia Meloni, le plus à droite depuis la Seconde Guerre mondiale. Quels ont été les faits marquants de l'actualité de ce vendredi 11 novembre développé sur A12? Une fois de plus, le conflit en cours en Ukraine et son évolution occupent le devant de la scène. Les Russes ont de plus en plus de mal à supporter l'environnement de tension créé par les déboires de leurs armées en Ukraine. Et selon les autorités, les ventes d'antidépresseurs ont bondi de 70% depuis le déclenchement de la guerre en février dernier. La guerre de Vladimir Poutine en Ukraine affecte le moral de la population russe. Son impact peut notamment se mesurer par l'explosion des ventes d'antidépresseurs dans le pays. Les dépenses dans ce secteur ont bondi de 70% par rapport à l'an passé, ont reconnu les autorités. Vassilina, étudiante en informatique à Moscou, se souvient avoir été paralysée dès le début lors de l'annonce de l'intervention en Ukraine. Pendant 2 mois, confie-t-elle, je ne suis pas sortie de chez moi. Je n'avais de l'énergie pour rien, plus rien n'avait de sens à mes yeux. Pour nombre de familles, l'inquiétude a été décuplée après l'annonce de la mobilisation de réservistes en septembre dernier. Les consultations chez les psychologues sont également en très nette hausse. Vous ne pouvez pas acheter des antidépresseurs en pharmacie comme ça. Ils ne sont délivrés que sur ordonnance. L'augmentation des ventes d'antidépresseurs reflète donc le fait que le nombre de patients prenant des antidépresseurs a réellement augmenté. Je pense que cela est dû en grande partie à l'anxiété qui est apparue en rapport avec les récents événements. Fin septembre, 70% des Russes se disaient angoissés. Un taux record jamais enregistré par l'Institut de sondage russe FOM favorable au Kremlin. À Moscou, certains s'inquiètent à présent des pénuries de médicaments. Un célèbre antidépresseur, Zoloft, a ainsi déjà disparu des pharmacies. Face au retour de la guerre sur leur continent, les Européens veulent monter en puissance dans leur stratégie de défense commune. Lors d'une session à son siège à Bruxelles ce jeudi, la Commission européenne a mis sur la table des propositions visant à renforcer la mobilité militaire et la cyberdéfense entre les armées du continent face à la montée du risque d'une guerre à haute intensité. On écoute dans cet élément de hauts responsables européens se prononcer sur la question. In Europe, we have free movements of goods, services, people, and capital. But for good and also historic reasons, we do not have free movement of military. But the thing is that we need to make sure that when crisis hits, member states' military can move quickly. That bridges and roads that are used for everyday travel can support the heavy-duty vehicles of the army. That military trucks and containers can seamlessly cross borders across the Union, and this goes for military personnel, but obviously also for equipment. For example, it takes at least 5 days for a cross-border for military capacity from one country to another. That's too long. And that's too long because it's done in a not digital manners. And we are trying to develop a digital system shared by all member states in order to facilitate the movement through the borders. It's not physical, it's not a bridge, it's not a road, it's la paperasse, like they say in France, red tape.
when you say cyber, you can of course also destroy part of some infrastructure. So that's why that's really an important change of paradigm that we have to be prepared. We need to be credible. And I just want to tell you that first thing, this is active part is in the hands of member states. It's not in our hands. They are the one to act in this field, of course. But the question is that some of them want to be more coordinated. It is extremely important. We need to be extremely serious. Some member states have the capacity today to react. And it's important that the one could be criminals, could be hackers, could be whoever, should know that we have the ability to detect and to react. Et on termine avec une actualité relative à la COP27 en cours à Sharm el-Sheikh en Égypte pour évoquer les performances du Rwanda en matière de transformation verte de son économie. Lors de son intervention, le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, a vanté les performances de son pays réalisées dans ce domaine. 247 millions de dollars mobilisés en 10 ans par le Fonds vert du Rwanda et une réduction de 126 000 tonnes de l'émission de gaz à effet de serre. Plus de précisions dans cet élément. En Afrique, le Rwanda se positionne comme un pionnier en matière de résilience climatique. Le pays a réussi à faire baisser ses émissions de gaz à effet de serre de 126 000 tonnes. Cette performance a été rendue possible grâce au Fonds vert du Rwanda, le FONERWA, mis en place en 2013 et dont la mission est de mobiliser et coordonner les financements pour soutenir la mise en place d'une économie verte dans le pays. Adaptation requires big changes in how we produce. L'adaptation au climat nécessite de grands changements dans la façon dont nous produisons et consommons l'énergie et comment nous nous déplaçons. All that depends on climate adaptation and changes. Au Rwanda, les réalisations du Fonds vert sont nombreuses. En une décennie, le FONERWA a mobilisé 247 millions de dollars et soutenu 46 investissements. L'initiative pour l'économie verte du Rwanda a également permis la création de 176 000 emplois verts tout en garantissant un accès optimal à une source d'énergie verte à plus de 80 000 ménages. Like the rest of Africa, is ready to prioritize renewable energy. Le Rwanda, comme le reste de l'Afrique, est prêt à donner la priorité aux énergies renouvelables. Nous faisons cela pour notre propre avenir. À la chaire de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, le Rwanda a fixé à environ 11 milliards de dollars ses besoins pour atténuer et s'adapter aux effets du changement climatique jusqu'en 2030. Le Rwanda est parvenu à protéger 24 000 hectares de terres menacées d'érosion, préserver 31 000 hectares de plans d'eau et reboiser 47 000 hectares de forêt. Le pays d'Afrique de l'Est vise à devenir un hub de la finance verte dans le cadre de la feuille de route 2022-2029. Ainsi prend fin cette grande édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi pour le journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez sur A12, la chaîne d'ici et d'ailleurs.